One, two, one, two, three. Après l'emploi, donc l'emploi ça a servi en fait à préparer les conditions pour une économie en reprise, d'accord. Donc là l'idée c'est de faire en sorte que notre pays crée des nouvelles richesses, d'accord. Donc pour ça moi je me suis appuyé sur 3 piliers de notre économie. Un, l'agriculture, parce qu'au départ on est un pays d'agriculteurs. Okay. Il y a que depuis 50 ans qu'on s'est industrialisé et qu'on a quitté nos campagnes, mais sinon on est un pays d'agriculteurs. Le deuxième, c'est le bâtiment, parce que comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. D'accord. Et le troisième, c'est le tourisme, parce que c'est aujourd'hui notre premier vecteur de richesse extérieure, notre première rentrée de monnaie extérieure. Et donc, l'idée, c'est d'en augmenter les fruits, mais sans dénaturer notre pays pour autant. Parce que là, on va arriver à un stade, on est quand même le pays le plus visité au monde, donc je vais commencer par le tourisme. Et on est dans une période où on se rend compte que avoir des touristes qui passent régulièrement quelque part, ça a un impact. Ça détruit, ça déforme, ça... Bref, il faut préserver, si on veut que notre pays reste touristiquement attractif, il faut que les raisons pour lesquelles les gens viennent soient préservées. D'accord? Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur les ressorts de la France pour donner des bonnes raisons aux touristes de venir. Et le premier ressort que j'ai décidé de mettre en avant, c'est l'accueil. Il y a quelques années sur TF1, 13h, le journal de Claire Chazal, reportage sur la France à Paris au mois d'août, premier pays touristique mondial. Ils vont interroger des Américains au Trocadéro. Alors comment vous trouvez la France? Ah, la France, on trouve ça super, mais ce serait mieux sur les Français. Boum! Eh oui! On est le premier pays touristique mondial, mais on est un de ceux qui accueillent le moins bien ces touristes. C'est notre pays qui attire, pas nous. Donc l'idée, c'est de rendre les deux compatibles. D'accord? Et donc du coup, de relever le niveau en termes d'accueil de tourisme. Et pour ça, je me suis dit que, comme on avait un pays qui était à découvrir dans plein de domaines différents, à chaque coin de rue, il y a un lavoir, une statue, un machin, un savoir-faire, bref. On a tellement de choses à montrer que je me suis dit, le mieux, c'est d'orienter un visiteur étranger avec des notions sûres. Donc la première notion sûre qu'il va devoir assimiler, c'est la qualité d'accueil qu'il va avoir. D'où le logo France Excellence, qui sera un logo international de tourisme. D'accord? L'idée, c'est que quelqu'un de l'étranger qui voit ce logo-là sera sûr à 100% de la qualité qu'il aura derrière. Parce que nous, derrière, pour mettre en place ce logo-là, on va être très exigeant en termes de respect des critères pour les obtenir. Un peu comme le système logis, étoile, tout ça, mais version péchu quoi. Parce que là, c'est notre première source de revenus. Il y a des gens qui veulent faire de l'argent facile, des hôteliers, des restaurateurs, des acteurs du tourisme. Ils veulent se goinfrer pour pas cher et ils font de la merde. Donc l'idée, ce sera de dire, vous touristes, si vous voulez être sûr de venir en France dans de bonnes conditions, choisissez le label Excellence. D'accord? Et si les acteurs de tourisme veulent augmenter leurs chances de faire fructifier le fruit de leur travail et de leur entreprise, à ce moment-là, cassez-vous le cul à atteindre les critères pour France Excellence. Mais c'est un deal gagnant-gagnant. Le touriste est sûr de ce dans quoi il plonge, et le commerçant ou le prestataire, lui, est sûr de ce qu'il veut faire de son entreprise. À partir de là, on a une base solide pour ventiler le tourisme. Et du coup, on a la chance en France de pouvoir accueillir 3 types de tourisme très différents les uns des autres, mais qui vont pouvoir en plus être communicants et donc du coup faire un effet boule de neige pour en générer encore plus. Un, notre patrimoine. Donc premier type de classification, France Patrimoine. Il y a des gens qui sont passionnés d'histoire, de monuments, d'endroits un peu spéciaux à voir, et ça la France en dispose. Donc si on impose un critère de durabilité
commun à tous, mais que derrière, on va mettre en avant certains types de choses à découvrir en France à travers le label France Patrimoine, du coup, quelqu'un qui va vouloir visiter notre pays juste pour ça, on va pouvoir lui proposer plein de choses différentes qui vont faire qu'il va avoir envie de dépenser, parce qu'il aura de l'accueil derrière en plus. Et il aura en plus une thématique qui va l'orienter. Et après, tu as France Diamant. France Diamant, c'est parce qu'on est les numéro 1 en produits de luxe au monde. Et c'est une grande partie des touristes qui viennent nous voir. Ils viennent voir là où a été créé Givenchy, Chanel, machin, tout ça. Et ils veulent acheter des Louis Vuitton sur place et tout. Donc du coup, comme on a en plus un problème de transmission de savoir-faire qui va se poser dans les années à venir avec les métiers de la haute couture ou de l'artisanat d'art, le compagnonnage, tous ces métiers qui sont en train de se perdre, bah du coup, si on met un label France Diamant, France Patrimoine et France Excellence, on arrive comme ça, avec des thématiques très précises, à toucher un peu à tout ce que compose la France, en termes de patrimoine, en termes de choses à découvrir, de richesse. Et en plus de ça, ça nous permet de maintenir une activité qui va permettre à des métiers qui permettent à la France d'être ce qu'elle est en termes de singularité, de savoir-faire, de ce qu'on appelle le génie français, de rester en vie. Et donc du coup, en classant le tourisme avec 3 diamants différents, un pour découvrir le patrimoine, un pour découvrir tout ce que la France a à offrir comme savoir-faire et tout ça, et un pour l'authenticité à travers un parcours écologique, c'est le 3e diamant, d'accord? Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, comment je l'ai appelé celui-là. Il y en a un autre même, parce que là il y avait France Immersion, et c'est patrimoine, et nature. Voilà. Alors, immersion, c'était celui, oui. Mais c'était surtout le nature qui est important parce que l'idée, c'était de développer le tourisme écologique. On a plein de sites, tu prends les gorges du Verdon, tu prends n'importe quel site en France, on peut faire du parapente, on peut faire plein d'activités touristiques, écologiques, durables, et qui préservent le site. C'est-à-dire qu'un site occupé est un site protégé. Il s'agit de ne pas en faire du tourisme de masse, et justement, en ayant 3 diamants différents ou 4, on peut en rajouter. Ouais, l'idée, c'est de faire des thématiques pour les touristes, en sachant qu'à partir du moment où il y a diamant, ils savent qu'ils ont la qualité d'accueil qui va avec. Donc ça veut dire qu'ils savent qu'ils n'auront pas de mauvaises surprises, et donc ils seront en mode, on peut ouvrir le porte-monnaie, parce qu'on ne sera pas déçu à la fin. Et donc du coup, derrière, c'est juste dans les thématiques qu'on va proposer, qu'on va orienter les flux touristes pour justement pouvoir gérer ceux qui viendraient plus pour la société de consommation, le côté paillettes et strass, ceux qui vont venir vraiment pour découvrir les paysages ou pour l'artisanat ou des fermes écologiques expérimentales ou des solutions éoliennes, des solutions. On peut aussi créer des choses à voir en termes de tourisme, mais qui répondent aussi à nos besoins écologiques et environnementaux du quotidien pour notre société. On peut allier les deux. Alors, on parle de convergence de force là. Là, si vous regardez bien, je suis en train de tout faire converger vers l'évidence. C'est-à-dire que après, tu peux faire des passerelles entre tout. Ton contrat de travail, il sert aussi bien pour le tourisme. La recherche, elle peut aussi bien avoir des applications pour le tourisme aussi. Là, l'idée, c'est de faire des connexions un peu partout. Et donc de créer des forces convergentes qui vont créer la dynamique pour métamorphoser l'économie et faire qu'on va sortir d'une espèce d'économie léthargique. On arrive à peine à tirer 1,6% de croissance à une économie qui va être vivante, où il y aura une vraie raison de faire les choses. Quand tu vas demander à un commerçant de se casser le cul pour avoir un certain seuil d'accueil, il va savoir pourquoi. Parce qu'il va savoir que derrière son gouvernement, il a bossé pour lui faire un label de qualité qui fait que les étrangers seront sûrs de la qualité qu'ils recevront en retour. Donc du coup, chacun sera prêt à investir parce qu'au milieu, il y aura un touriste content qui rapportera des richesses autant à l'un qu'à l'autre, le commerçant, comme le gouvernement. Contractuel. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que les tartes avant de commencer. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, on a un tourisme fort, mais qui est en train de perdre petit à petit parce que la qualité d'accueil, la qualité de prix et la qualité de services et de produits qu'on propose va à la baisse parce qu'on a transformé notre tourisme en opportuniste qui veut faire de l'argent facile. Donc il s'agit de redorer le blason et de dire aux touristes, bah voilà, maintenant vous avez à nouveau une bonne raison de venir nous voir. Je te donne un exemple en plus. Tu parlais de référence, de possibilité d'étendre ce modèle de société à d'autres pays. C'est une réalité du tourisme mondial. C'est exactement ça. Et du coup, tu touches aussi, par exemple, des pays qui seraient un peu moins développés, qui seraient appuyés sur beaucoup d'agriculture, pourraient
plonger dans une économie du durable, de l'écologique, et en même temps s'en servir pour montrer. Il y a des villes, il y a des villages, en Inde par exemple, qui sont en train de s'émanciper de tous les OGM, de tous les produits des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, et il y a des gens qui viennent les voir du monde entier. Il faut impulser simplement, c'est-à-dire que c'est possible, c'est faisable. C'est ça l'idée. Depuis le début, je ne vous parle que de recanalisation des flux, je ne vous dis pas que... Donc là, en fait, la richesse liée au tourisme, on la prend, mais en plus, on va essayer de l'augmenter mieux, c'est-à-dire en proposant quelque chose que les autres pays ne proposent pas. Donc du coup, on redevient encore plus attractif, et là, on donne des vraies bonnes raisons aux touristes de dépenser de l'argent, puisqu'ils seront bien accueillis, ils en auront en retour, justement pour cet argent. Puis labelliser, c'est partir du principe que mettre la barre haute, ça amène tout le monde à être meilleur, et puis à mettre les compétences au profit. On est d'accord, parce que ceux qui justement auront les deux petits hôtels, les hôtels de petites étoiles toutes pourries avec des chiottes miteuses et la décoration qui n'a pas été refaite depuis 25 ans, bah oui, on va dire putain, je passe peut-être à côté de quelque chose, il serait peut-être temps que je me remette un peu à jour. D'accord. Donc premier axe, le tourisme. Ok. Deuxième pilier, alors je crois qu'il y a le réseau équivalent dedans aussi. Non, je crois que c'est... Il n'est pas là le réseau équivalent? Non, c'est pas grave, je vais en parler quand même dans ce chapitre-là parce qu'il est important. Donc Donc première clé, le tourisme. Deuxième clé, le réseau équivalent. Je le mets dedans, pourquoi? Parce qu'il est très important pour l'économie, mais aussi pour d'autres problèmes. Vous n'étiez pas là quand je l'ai expliqué la dernière fois. Le réseau équivalent, c'est quoi? L'idée, c'est de repopuliser ou ramener de la population plutôt dans les communes de campagne, d'accord? Là, tu pars sur l'agriculture, quoi. Le commerce équitable, tu l'as mis. Non, parce que j'ai parlé du commerce équitable et des produits liés à l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est un chapitre de l'économie, d'accord? Mais je parle du réseau équivalent à part, parce que depuis que j'ai écrit ça, est venu s'ajouter un problème d'immigration qui pose un vrai problème aux sociétés occidentales. On a toujours été des pays d'accueil, mais on ne sait pas pourquoi, depuis 5 ans, ça pose un souci d'accueillir les gens. On n'en a jamais accueilli aussi peu, et ça n'a jamais posé autant de problèmes. Donc, tu ne peux pas, d'un côté, nier une réalité qui existe, l'immigration elle continuera, que tu mettes des barbelés, tout ça, et tu ne peux pas nier la réalité qu'une grosse partie de la population française aujourd'hui ne veut pas subir une immigration incontrôlée. Donc, l'idée, c'est d'inverser la logique aussi bien pour les migrants que pour nous. Ok? Donc, en se servant de ce chapitre économique et en y intégrant le réseau équivalent, ça permet 3 choses. 1. Lutter contre la désertification des campagnes. 2. Permettre à des catégories de personnes qui ne trouvent pas facilement du travail aujourd'hui d'en trouver. Et 3. De commencer à offrir une alternative à l'immigration pour les gens qui sont obligés de partir de leur pays lointain, grâce au développement du commerce équitable. Mais pas celui qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, puisque c'est Arnacland et que c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de permettre à des économies qui voudraient fleurir dans d'autres pays de pouvoir commencer à émerger en ayant d'entrée de jeu une porte de sortie vers les pays occidentaux pour vendre leurs produits. Et ça, c'est grâce au réseau équivalent. Je m'explique. Imaginez si dans chaque commune de France, qui aujourd'hui ne dispose pas d'un petit magasin ou d'un service public, on faisait reprendre par un couple de petits jeunes ou par des gens en difficulté sociale, un local, d'accord, dans lequel on pourrait aussi bien trouver des services postaux de proximité qui ont été abandonnés par les postes, mais où le cœur de l'activité serait lié, à des produits issus de l'agriculture dans un rayon de moins de 50 km autour du magasin, d'accord? Donc ça permet, de mieux faire vivre les agriculteurs en vendant leurs produits 30% plus cher que par rapport aux grandes surfaces, d'accord? 2, ça permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits de qualité moins chers qu'en grande distribution, puisqu'ils peuvent les avoir 30% moins chers, c'est une des obligations du réseau équivalent, c'est de proposer des produits 30% moins chers qu'en grande distribution. D'accord? Et 3e critère, embaucher soit des personnes de plus de 50 ans, soit des personnes de moins de 25 ans sans qualification dans ces magasins-là. L'idée, c'est donc on lutte contre la désertification des villages de la province. 2, tu crées de l'emploi pour les plus de 50 ans et les moins de 25. 3, tu permets à la population d'avoir accès à des produits de qualité moins chers que dans la grande distribution. Donc tu laisses la possibilité de choisir entre bouffe de merde et bouffe de qualité. D'accord?
Et quatrièmement, en imposant de vendre des produits du commerce équitable avec un certain degré de cahier des charges, tu permets à des gens de commencer à avoir un espoir de débouché économique s'ils commencent à cultiver sa terre, ils commencent à en cultiver des fruits ou des produits d'artisanat pour lesquels il va avoir une plateforme d'export à travers le réseau Equivente. Si tu te retrouves avec 10 000 communes avec des magasins comme ça, imagine si tu te retrouves avec une force de frappe d'un réseau de 10 000 points de vente pour vendre tes produits du commerce équitable, ça commence à taper sévère, quoi. Donc du coup, tu arrives à lutter contre 4 problèmes différents juste en mettant un certain type de magasin dans un certain type d'endroit avec un certain type de produit et un certain type de personnes pour les gérer. Ça coûte 0 € encore. Hein. On est d'accord? Et tu luttes contre 5 problèmes différents. On est d'accord? T'ajoutes à ça, bien sûr, toutes les mesures économiques qu'il y a eu avant, sur le tourisme et tout ça. D'accord? Et on va en venir donc après à l'agriculture. Tu fais rentrer mais tu perds pas d'argent. Troisième pilier, c'est pour ça que j'ai fait réseau Equivente avant et que j'enchaîne sur l'agriculture après, parce que du coup, comme je l'ai dit, on est un pays d'agriculteurs. Ok? Et on est face, la planète entière, à un gros problème de surpopulation. On n'arrive déjà pas à nourrir 7 milliards de gens, on nous en annonce 10 dans les 20 ans qui viennent, et bientôt 13 à l'échelle du siècle. Donc, comment on peut faire pour éviter à des gens d'avoir l'envie, plutôt que de chercher des solutions à nous nourrir, à chercher des solutions à se débarrasser de nous? Parce que c'est un petit peu ce qui se propage là en ce moment. Si vous regardez, comment il s'appelle le monument là, Stone, machin là. Stone Age. Non. Non, non, non. Moi aussi, je pense à ça. Bref, c'est un monument qui a été fait par un milliardaire américain. C'est un monument qui a été fait, c'est à Phoenix, je crois, ou Atlanta, je ne sais plus. Aux États-Unis, il y a une trentaine d'années, dans les années 70, un milliardaire américain qui a voulu rester anonyme. Il a commandé chez un marbrier un monument donc, qui fait à peu près 10 mètres de haut, qui est composé de 3-4 plaques avec des linteaux posés spécialement en fonction des équinoxes et tout ça. Bref. Et sur chaque face de ce monument-là, je peux vous faire voir là, si vous voulez. Guidestone. Voilà, Guidestone. Exactement. Il y a écrit un message dans chacune des langues principales, arabe, anglais, chinois, et ainsi de suite. Et dedans, il donne 10 préconisations pour l'avenir de la population mondiale. La première, c'est réduire la population à 500 millions d'habitants. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui croient à ça. Des élites qui se disent, mais on ne pourra jamais y arriver. D'accord? Alors là, on va rentrer dans d'autres considérations, les chemtrails, tout ça, pas mal. Mais sachez qu'il y a des gens qui se disent aujourd'hui que ça vaut peut-être plus le coup de se débarrasser de la moitié de la population plutôt que de chercher des solutions pour se nourrir. D'accord? Et c'est là où on peut avoir un double rôle, et c'est là où le projet peut être duplicable, c'est que dedans, je me suis intéressé à de nouvelles formes d'agriculture. Donc, par exemple, l'agriculture Gaïa. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un chercheur français, un petit jeune, qui doit avoir aujourd'hui 35-36 ans, parce qu'à l'époque, il y en avait un peu plus de 25, je crois, qui était du côté de Rennes, c'est un Rennais, je crois. Et en fait, lui, il a fait sa thèse sur un principe d'agriculture en terre hostile. Ça s'appelle l'agriculture Gaïa. Comment faire pousser des choses dans un milieu qui ne s'y prête pas. Et dedans, ça se décline en plusieurs possibilités. Par exemple, à étage. Si tu as une terre arable, tu vas en avoir besoin, par exemple, sur 50 cm pour faire pousser tes choses. Tu peux peut-être la creuser un peu. Et si tu prends encore 50 cm de plus, les répartir sur 2 paliers, c'est-à-dire sur la même surface, tu peux faire pousser 3 étages de culture avec la même terre. C'est-à-dire que tu peux multiplier par 3, 4 ou 5 la surface de tes terres arables. Puisque tu ne peux pas augmenter leur surface, mais tu sais que sur la profondeur, tu as la même quantité de terre de même qualité. On est d'accord ou pas? Donc si elle est fertile en dessus, elle sera fertile en dessous. Tu as juste à déformer un petit peu le paysage pour un an, le temps de faire repousser l'herbe par-dessus, mais tu disposes d'une terre arable. Et du coup, si tu fais pousser en palier, tu te retrouves tout de suite avec une agriculture qui multiplie par 4 son rendement. Comment c'est possible ça à mettre en place rapidement? Il y a des paliers qui existent. Aujourd'hui, tu as des meubles qui existent, des espèces d'étagères, où tu vas avoir des systèmes comme ça. Voilà, et chaque étage, tu vas avoir comme ça. Et non, mais donc, je veux ici, dire, à l'échelle du pays, comment tu mets ça en place? Comment tu amènes tous les... Ah non, mais ça, c'est qu'une solution. Non, ça, j'ai pas... L'agriculture en palier, c'est une des solutions. C'est une des solutions possibles. Tu as un agriculteur dans une des régions de France, je ne sais plus si c'est dans le Var ou
Bulgare, je ne sais plus. Le mec, ça fait 30 ans qu'il fait pousser ses tomates sur des cailloux. Et quand tu vois, c'est des cailloux. Mais au bout de 30 ans, saison après saison, sa graine de tomate s'est adaptée et arrive à... Le mec, il a des tomates comme ça. Quoi. Et elles sont... Donc, ça veut dire que si tu prends le temps, sans jouer dans les OGM, c'est-à-dire sans génétiquement modifier les choses, mais tu laisses faire la nature faire ses propres transformations et s'adapter en mettant des graines dans des milieux pour lesquels elle n'était pas faite forcément, mais en jouant simplement sur les génies de la nature qui vont faire qu'elle s'adapte. D'accord? Et par exemple, là, ici, j'ai ajouté ici, là, par exemple, là, des nouveau, le polytère. Le polytère, c'est un ingénieur français qui a inventé ça. Ce sont des billes. D'accord? Petites billes. Mais qui peuvent garder 90% de l'eau de pluie qui tombe. Donc ça veut dire que dans le désert, dans des terres arides, si tu commences à mettre des billes qui vont garder 90% de l'eau, bah, tu peux transformer des terres qui n'étaient pas fertiles en terres arables. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que là, quand tu commences à conjuguer toutes les méthodes, l'agriculture Gaïa, le polytère, l'agriculture en milieu aride, et que grâce au fonds participatif citoyen, tu arrives à faire passer des agriculteurs traditionnels au bio sans qu'ils aient de trous dans leur trésorerie, toutes les conditions sont réunies pour faire la bascule au niveau agriculture. Et tu peux répondre à 2 critères, la durabilité et la quantité. Puisqu'en augmentant ta surface cultivable, en gardant la même qualité de terre, en optimisant tes méthodes de pousse naturellement, sans jouer sur la nature, bah, tu peux réussir à nourrir 15 milliards de gens à l'échelle d'une génération. Imagine si chaque pays multiplie par 4 ces terres arables. Imagine. Chaque pays impose un système où on va optimiser grâce à la captation de l'eau de pluie, grâce au palier pour la culture. T'imagines ce que ça peut donner? Et imagine même si en creusant sur la profondeur, tu peux exporter de la terre arable dans des endroits qui ne sont pas prévus pour. Parce que dans un désert, c'est difficile d'implanter une implantation. Mais si tu commences à avoir des étagères avec un système d'irrigation... Pierre Rabhi, il y arrive à ça, à faire des oasis dans les déserts. Non, mais c'est lui, c'est lui le polytère, justement. Parce qu'il a mis des billes d'argile dans le désert qui fait qu'il arrive à capter l'eau et que donc, au lieu de partir 90% dans le sol, il capte 90% qui tombe. Je pense qu'on parle du même, hein, c'est ça? Je sais pas si c'est Pierre Rabhi qui a fait ça, mais c'est possible. Je crois que j'ai vu son nom, hein, j'ai vu il y a 2 jours et je crois que c'était lui. Hein. Il est en train de vendre parce qu'il ne veut pas donner sa formule. Il ne veut pas la vendre à des sociétés, il veut que ce soit un système accessible à la plus grande partie de la population mondiale. Donc le mec, en plus, il est altruiste. Il met son savoir-faire à la disposition du bien de tous. Mais encore une fois, ça veut dire que juste, là, ça a pris 3 minutes. Hein. Mais en 3 minutes, on a déjà des solutions qui peuvent nous permettre d'avoir l'espoir de sauver la population mondiale. Ça vaut quand même le coup de creuser. Entre le désespoir d'une famine annoncée par nos politiques et après 3 minutes de démonstration, se dire qu'il y a peut-être un petit peu de ciel bleu dans cette oasis de noirceur, c'est déjà pas mal, non? Ça n'entache pas l'écosystème. Parce que là, comment tu veux l'entacher l'écosystème? Justement, c'est ça qui est beau. Parce qu'en plus de ça, tu peux même t'en servir pour capter plus de carbone. Parce que sur une même surface, tu as 3 étages carrément. de photosynthèse. Du coup, c'est favoriser les nouvelles agricultures et l'économie autour de ces agricultures par le biais des réseaux équivalents. C'est ça, c'est parce qu'en fait, derrière, parce que là, j'en ai pas encore parlé dans les vidéos, mais je vous expliquais tout à l'heure le fonds participatif citoyen. Ouais. Le but, c'était de financer les agriculteurs, les faire passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture durable. Ouais. Donc, si tu offres un moyen de financement et que derrière, tu offres des solutions d'agriculture nouvelle qui vont lui permettre d'avoir des produits rentables et qu'en plus, il va pouvoir les vendre dans un réseau où il aura gardé de la marge, tu redonnes de la dignité aux agriculteurs, tu redonnes des produits de qualité aux consommateurs, et tu commences à avoir des solutions qui portent sur la fin dans le monde, quoi. Non? Oui, bah c'est clair. Du coup, comment t'enrichis ta terre dans les vagues? C'est là où j'arrive pas à comprendre, parce qu'au bout d'un moment, elle s'appauvrit, quoi. Donc, ça, on a des traitements aujourd'hui naturels, on arrive à booster une terre avec des moyens nutritionnels. Même en faisant tourner des cultures. Une bordelaise, un bon jet d'azote. Moi j'ai un ami qui est dans la permaculture par exemple. Ouais, le principe de la permaculture. C'est ça, la biodynamie, la permaculture. Non, c'est des exemples. Ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, avec notre seuil de connaissance, en quelques années, tu peux réussir à trouver des développeurs de croissance naturels et développable à l'échelle mondiale. C'est qu'une question de volonté. C'est peut-être pas forcément tous les bons exemples précis. Le compost des cantonniers. Le compost,
Les cantonniers. Moi, Il y a des Quand je tonnes. parlais de pyramide, je parlais surtout du compost qu'il a appris aux Africains, au Burkina Faso et ouais, tout. alors, on parle pas mais pourtant son nom me dit quelque chose. Mais, Mais c'est sûr qu'il Ouais, dit mais quelque tout- chose, c'est obligé. tout fonctionne. C'est-à-dire que une fois que tu Mais mets je les suis tout à fait énergies à d'accord. converger Carrément. pour atteindre ta mission, Avec la tu l'atteins. permaculture, la biodynamie, enfin le biomimétisme Mais et tous surtout les quand tu principes sécurises naturels, on les sait qu'on peut le faire. Ouais. Si tu, Les par exemple, si tu associations de conçois tes bacs culture, à base de les permaculture, rotations, ton ouais. système il est autonome. Ouais, tout à fait. Tu as Ouais. juste à changer la Tu regardes profondeur. le modèle de Jean-Martin Fortier, c'est pareil, au Canada, tout ça, c'est... Le problème, c'est que la permaculture, il commence à y avoir de plus en plus de systèmes différents. Ah oui, c'est clair. Parce qu'il y a pas... C'est pas un modèle figé, la permaculture, c'est une mais- philosophie. Ce que je veux dire, c'est C'est par rapport au l'approche. bac, par exemple, tu peux très bien partir sur un système tronc mort en dessous pour garder l'eau. Après du branchage sec, branchage C'est les moulé. buts auto-fertiles, tout à fait. Tu vois et du coup, après, en laissant tes semences passer, se décomposer. Ça met 3-4 ans à se mettre en place, mais ça se met en place. Mais ouais, voilà, tout à et fait. du coup, tu as ton taux d'azote nécessaire pour avoir ton agriculture auto-gérée, quoi. Exactement, Est-ce auto-alimenté. que tu ouais. peux conclure là-dessus avant qu'on passe Stop. que le... Non, mais parce qu'apparemment, c'est le moment. Tu voulais. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est. Alors, on va continuer pour l'économie, on va faire un chapitre 2 à la limite. Hein. Ouais, on Attends, fera un chapitre 2 sur l'économie en passant le Vas-y, bâtiment. donc là, on va reprendre après. Can you feel